Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer le micro dans la salle. Tous les intervenants qui sont passés depuis ce matin peuvent répondre à vos questions. Les micros, où sont les micros? Ils sont les micros dans la salle. Les micros dans la salle, voilà. Ils sont là, je pense, j'en compte 1, 2, 3, 4 micros. Donc, tous les intervenants. Alors, je vais simplement vous demander, de vous présenter rapidement, qu'on sache qui s'adresse à nous, et puis de poser une question brève qui va aussi enchaîner des réponses aussi brèves. Je pense qu'il y a une question dans la salle. Vous savez, la première question, elle est toujours la plus compliquée. Toujours. Vous allez voir que dès que la première passe, en général, ça défile. Donc, alors, soit nos intervenants ce matin ont été tellement brillants qu'on n'ose pas passer. Ah, ben voilà, on peut l'applaudir, madame. Oui, bonjour, Marielle Gotto, donc docteur en économie de Dauphine. Donc je suis ravie de me trouver en ces lieux qui ont vu une partie de ma formation non négligeable et de voir un intérêt très particulier que je porte aussi à tout ce qui est produit capillaire, ethnique et autres. Donc je suis vraiment très contente de cette initiative et de la qualité des interventions depuis ce matin. Donc là, j'aurais quelques commentaires à faire et quelques questions à poser aussi. Donc, ils vont porter un peu sur l'ensemble de ce qui a été dit ce matin globalement. On a parlé des questions, si mes souvenirs sont exacts, de drivers qui étaient des contraintes qui pouvaient être positives ou négatives. Et on parlait par exemple des familles et de l'image de soi qu'elles pouvaient donner, principalement par rapport aux cheveux, puisque depuis ce matin, on a vu que les cheveux peuvent jouer un rôle encore plus stigmatisant que la couleur de peau. Donc, à titre de commentaire et d'exemple, en tant que consultante internationale, j'ai remarqué que les cheveux naturels passent plus mal en Afrique que dans d'autres pays, puisque lors d'une mission, j'ai eu une brave dame du gouvernement qui m'a expliqué, bien que je portais des tresses, donc j'étais pas non plus trop labellisée afro, puisque l'afro a une vision qui est assez marquée dans certains esprits, qui m'a dit « Ah, c'est dommage, tu n'as pas le temps, sinon je serais amenée chez ma coiffeuse ». Il faut savoir que je ne lui avais absolument rien demandé. Et elle m'a expliqué aussi qu'elle faisait faire ses perruques sur mesure à Londres. Donc, c'était le summum de l'évolution selon ses critères. Donc, voilà. Histoire vraie. D'autres exemples, donc là, la semaine dernière, j'étais à Kingston, Jamaïque, et il y avait une femme noire de la Banque mondiale qui portait un twist-out. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une coiffure naturelle à base de vanille dénatée. Et elle nous expliquait qu'autant à la Banque mondiale, elle peut porter ses twist-out, autant à la Banque centrale en Jamaïque, elle ne pourrait jamais se coiffer comme ça parce qu'on la renverrait chez elle. Donc ça, c'était juste pour montrer qu'il n'y a pas que la famille qui peut jouer un rôle dans l'image capillaire qu'on peut avoir de soi. C'est ce que les Anglais et les Américains appellent le corporate. On doit être habillé et coiffé de manière à ne pas faire tâche dans le monde professionnel. Ma question, toujours par rapport aux drivers et justement à ces stigmates qu'on peut rencontrer, concerne l'esprit de communauté, puisqu'aux États-Unis, au niveau justement des cheveux naturels, on observe depuis quelques années le développement de communautés Internet autour de conseils, de pratiques et de produits donnés au niveau capillaire et qui justement contribue à revaloriser cette image de la femme noire, de ses cheveux, parce que c'est vrai que c'est une bonne chose de dire qu'il faut avoir confiance en soi, de l'estime en soi et qu'il faut oser porter ses cheveux. Encore faut-il savoir se coiffer et quoi faire de ses cheveux. Et je pense que en France, j'aimerais savoir où on en est par rapport à ce point-là, c'est-à-dire à part dire soyons fiers, sortons nos cheveux, les conseils et justement ce rôle un peu d'image, parce qu'on nous montre des femmes qui savent se coiffer, qui savent entretenir leurs cheveux. Où est-ce qu'on en est en France par rapport à ce point-là? Merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons avec nous ici d'éminents chercheurs qui vont nous éclairer sur ce sujet. Des micros pour
Alors, qui va répondre? Qui va répondre ici? La princesse peut-être. Oui. Effectivement, c'est une question qui revient tout le temps. Comme je dis, j'ai eu le même souci aussi quand j'étais embauchée à la banque ou dans le pétrole. Mais c'est vrai que ce genre de questions vient très souvent de nos frères noirs et moins des blancs. À la banque, j'ai eu cette question la première fois, la seule et unique fois, pour me faire. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais un chignon avec mes cheveux naturels. Et un jour, j'ai voulu changer. J'ai fait des nattes, des nattes avec des rajouts. Et un collègue blanc qui était assez proche de l'Afrique, enfin pour moi il comprenait, mais malheureusement le fait qu'il avait vécu en Afrique, il connaissait un peu nos façons de faire. Il me voit, on se retrouve à manger, et il me voit, puis éclate de rire, et me dit, mais Gilette, mais tu les as eus, hein? Je dis, comment ça? Il me dit, mais maintenant que tu es confirmée, tu fais des nattes. Et là, je comprenais même pas, c'est une question. Je dois dire, il a fallu que je travaille, que je sois dans le monde professionnel pour commencer à ressentir ce qu'on appelle ce racisme. Pendant toute ma période scolaire, je ne savais pas que, bon, avec mes camarades, ça allait. Et quand il me sort ça, je regarde mes collègues de mon département, et j'en avais une à côté de moi. Il faut dire, j'ai travaillé pour la Banque Indo-Suez, j'étais la seule noire cadre. Donc j'étais leur première noire cadre sur Paris. Et je regarde donc ma collègue Martine et je dis, mais Martine, dis-moi, est-ce qu'au département, on croit que je suis noire, je suis blanche? Et c'est là où Martine me dit, mais non, on sait que Gilette est noire dans le département. Et je me retourne vers lui et je lui dis, tu sais, quand j'ai passé l'entretien, j'ai pas mis de la farine sur mon visage. Ils savent très bien que je suis noire et ça va avec. Donc ça s'est arrêté là. J'étais plus de problème à ce propos-là. Après, j'ai eu à travailler pour Shell Houston au Cameroun avec des Américains et pareil, mes cheveux toujours chignons. Puis un jour, je me fais des vanilles et là, ça c'était des Camerounais qui viennent juste me voir, et puis tout de suite, c'était vraiment le tollé dans toute l'entreprise. Oh, you know, Gillette, they are going to sack you. Et là, j'ai dit, j'attends le premier blanc qui va entrer dans mon bureau pour me dire de me lisser les cheveux. Je vais lui demander d'aller crêper les siens, et là, on sera OK. Donc ça a été jusqu'à la direction. Le directeur est venu me voir parce qu'ils avaient, raconté je sais pas quoi au directeur. Et puis quand le directeur me voit, il me regarde, enfin un Américain blanc, et puis il me regarde puis il dit, oh, I like your style. Donc tous venaient, défilaient, les blancs défilaient, et puis ressortaient tout heureux, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'on m'appelle en conseil de discipline ou qu'on me licencie. J'ai fait ça pendant 2 mois, et la petite coiffeuse qui me faisait ça s'est dit qu'elle me prenait beaucoup d'argent pour rien et voulait absolument me refaire des nattes classiques. J'ai cédé au bout de 2 mois, et quand j'ai fait ces nattes classiques, qu'est-ce que j'entends de mêmes collègues qui avaient été dire à la direction que c'était pas bien? Ces mêmes collègues, mais pourquoi tu as changé de coiffure? Mais ça t'allait très bien. Je leur dis, mais donc vous saviez que j'étais mieux avec mes cheveux naturels, mais vous vouliez que je les change juste parce que la société veut que ce soit comme ça. Et voilà comment tout s'est passé. Personne ne demande, aucun être sensé ne peut vous demander de vous dénaturer pour cela. S'il sait ce que ça vous coûte, combien de personnes avez-vous qui vont se défriser les cheveux pour un premier emploi, tout simplement parce qu'ils pensent que ça doit rentrer dans les codes? Si les Blancs savaient simplement que vous mettiez du formol sur la tête, je ne pense pas qu'ils vous le demanderaient. Et si la personne le demandait, c'est à vous maintenant de porter plainte.
Alors, vous savez, en général, chaque fois que Gillette Lewatt parle de ces sujets-là, souvent, j'ai des larmes qui lui montent aux yeux, et là, je vois qu'ils sont secs. C'est très bien. Ce que je retiens de vos propos, c'est que vous établissez une réelle relation entre le profit, le succès et le risque. En fait, c'est-à-dire qu'on n'a jamais su, finalement, avoir ni profit ni succès sans prendre des risques. Donc, vous assumez vos risques. Très bien, Gillette. Merci. Alors, une autre question peut-être après. Oui, madame. Alors, bonjour à tous, je suis Aline Zomobem, je suis humoriste de talent. Je suis là aujourd'hui pour déjà féliciter madame Gillette Lewatt pour l'initiative qu'elle a prise et dire que, grosso modo, les panélistes étaient très brillants et qu'on a parlé d'estime de soi et de valorisation. Mais j'aimerais demander aux Africains, parce que le sujet n'a pas été évoqué, la voix là. Gardez vos voix. Moi, partout où je passe, quand je prends la parole, on sait qu'elle vient d'Afrique. Vous me faites honte avec vos voix. Si vous avez les cheveux crépus, le teint noir et la voix est occidentalisée, c'est la grille. Donc, maintenez vos voix. Vous me faites honte avec ça. Madame Gillette Lewatt, la prochaine fois, parlez de la voix. King, la voix là. Les filles parlent comme les whites. On ne les reconnaît plus. J'en ai terminé. Alors, nous avons une intervention aussi de notre Éric Guessant. Éric Guessant, justement, qui va nous faire découvrir la voix peut-être ivoirienne, non? J'attends. Moi, je ne vous ferai pas découvrir la voix ivoirienne. Éric Nguessan, je suis un ancien Dauphine. Par contre, cette voix-là, je l'ai parce que je suis venu ici très tôt. Donc, je suis désolé, j'ai pris cette voix-là. Je parle anglais avec un accent anglophone. Mais par contre, en revanche, je parle mon ethnie. Je parle le baoulé, Nkan baoulé. Et ça fait toute la différence. Parce que combien d'entre nous parlent le baoulé? Combien d'entre nous parlent le lingala? Combien d'entre nous parlent le swahili? Il n'y en a pas beaucoup. Gardez plutôt la voix que vous voulez, mais essayez de conserver les voix, les langues de vos petits villages. Donc, Nkan baoulé, je suis capable de le dire en baoulé et avec la voix d'un baoulé. Voilà. Ben dis-le. Nkan baoulé. Alors, très intéressant. Ce qui est intéressant... C'était pour ouvrir le débat, c'était juste de l'humour aussi. Comme madame est eu dans l'humour, on peut plaisanter. Docteur, une intervention ici. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Je m'appelle Gaëlle. Alors en fait, moi j'ai bien écouté toutes les interventions. J'aimerais juste, c'est peut-être une question pour le docteur Eugénie Dieki, peut-être, ou pour tout le monde, peu importe. En fait, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de... Moi, j'ai pas envie qu'on divise, si vous voulez. Et on a l'impression que celles qui se défrisent sont dans le tort. En fait, qui est-ce qu'on est pour juger celles qui se défrisent? Je voudrais pas. Le but, c'est un peu de rassembler. Et là, on a l'impression, j'entends souvent des expressions, celles qui se défrisent sont des aliénées. Le mieux, quand même, c'est peut-être de leur montrer que avoir des cheveux naturels, c'est bien, mais pas de leur dire forcément qu'elles ont tort, parce qu'il y a des filles qui peuvent avoir les cheveux défrisés et qui connaissent très bien leur culture, qui se sentent parfaitement africaines, qui parlent le dialecte, et c'est pas parce qu'elles ont les cheveux défrisés qu'elles sont moins africaines ou autres. Et moi, parfois, j'ai un petit peu l'impression qu'on tire vers là, qu'on se divise un peu, alors que le but, c'est quand même d'essayer de se rassembler, défriser ou pas. Enfin, on est tous dans le même bateau, quoi. Voilà. Alors, c'est un point très intéressant. Notons tout simplement qu'il y a en fait un deuxième débat derrière, justement, qui va traiter de cette problématique-là. Qui sommes-nous, justement, pour imposer aux autres? Alors, je pense que c'était la question vous était adressée. Vous avez été un peu offusqué quand on vous appelle docteur. Mais alors, sachez une chose, madame, vous êtes finalement notre docteur honoris causa ici à nous. Je n'ai pas cette prétention. Mon père est médecin. Donc, mon père est médecin, docteur Dieki, et ma petite sœur est médecin. Moi, je suis juste journaliste. Je pense que ce qui a été dit depuis le départ, toutes les questions, tous les points de vue se valent autant qu'ils sont, dont je n'ai rien à ajouter par rapport à ça. Moi, je pense que toutes les personnes qu'on a invitées pour intervenir parlent de leur point de vue et selon ce qu'elles ont appris. On n'est pas là pour stigmatiser.
Je le dis d'autant plus que j'ai l'impression que notre humoriste de talent s'adressait à moi, mais je ne suis pas responsable de mon accent, je suis désolé, je n'ai pas à en rougir, encore que c'est pas évident que j'en rougisse, mais bon, j'assume. Je sais, quand je vais dans mon village marcher pieds nus, je m'adresse sur une radio internationale africaine, j'ai un accent bien de chez moi quand je suis auprès des miens, et face à un public international, eh bien, je prends l'accent professionnel. Donc, mais c'est pas une polémique, hein. Je suis pas venu ici pour polémiquer. Quand j'ai même fait la petite boutade sur Chantal Biya, vous avez bien compris que je ne l'attaquais pas. Donc, mes sœurs, ne nous sentons pas offusqués et ne faisons pas le jeu, justement, de cette société qui nous apprend à nous diviser. On n'est pas là pour sortir de là en disant tel a dit ça, donc elle est méchante, donc il est blanc, donc il est noir. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Non, je pense qu'on est là pour échanger. Plutôt que d'être dans l'opposition, soyons dans la position. Donc j'ai bien compris tout ce qui a été dit. Moi, j'assume ce que je suis. Je suis à la fois africaine, fière de l'être. J'ai bien ma couleur noire, je l'assume. J'ai bien mes cheveux crépus. Même parfois, je mets des perruques. Mais sous mes perruques, j'ai mon cheveu crépus. Point. Maintenant, je suis pas là pour stigmatiser. Je ne me sens pas offusqué. Bien au contraire. J'accueille justement ce que vous dites, les critiques, avec bienveillance. Merci beaucoup. Merci. Alors, docteur Cherif Alassane, vous allez nous apporter un autre regard, justement. Oui, moi j'essaie d'apporter une analyse plutôt clinique de cette histoire de voix. Parce que la voix, c'est quelque chose, comme disent les psychanalyses, d'un élément déjà, un objet déjà là. Regardez les enfants, les jeunes qui sont nés ici. Les jeunes qui sont nés ici, quand vous les rencontrez dans le métro, j'en ai fait l'expérience. Il y avait un jeune arabe, un jeune de parents africains et un jeune français. Je vous assure que si vous asseyez, vous les entendez parler, vous voyez tout à fait la différence. Donc, le jeune noir il n'a pas l'accent, mais il y a une intonation qui est là, qui est plus que lui, qui est inconsciente à l'intérieur. Ce que je voulais rajouter, absolument, c'est que l'observation est que lorsque le jeune vient en France, s'il vous plaît, lorsque le jeune vient en France, on a remarqué, avant 15 ans, il perd l'accent de ses parents. C'est obligatoire. C'est quelque chose, il faut dire qu'il y a une synthèse entre ce qu'il a reçu de ses parents et ce qu'il a construit lui-même. Donc, l'enfant a l'accent français. Mais lorsqu'on vient après 15 ans, on ne perd pas l'accent. On le garde, et c'est même dangereux, je dirais, c'est même pathologique de venir et d'être dans une forme de mimétisme et de perdre cet accent. Ça, c'est un constat au niveau de, comment on appelle ça, de la clinique. Mais qu'importe, comme disait Eugénie Zeki, je pense que le fait n'est pas dans le fait de parler français, de parler avec un accent français ou pas. Le fait, c'est dans la prise de conscience de son identité. C'est ça qui est important. Merci. Merci, docteur. Professeur. Je pense qu'on est en train d'arriver au cœur du sujet. Il est certain que la question de l'identité, qu'elle emprunte les chemins de la voix, des voix, c'est-à-dire presque de la musique aussi, ou qu'elle emprunte les cheveux des couleurs des cheveux ou des coiffures, des vêtements, pose une question très simple. Césaire disait qu'il y a deux manières de se perdre. Par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. Pourquoi voulez-vous que je m'enferme dans le particulier que je suis? Mon petit village, ma petite famille, mon petit moi-même, mon ego. L'une des choses qui caractérise la culture africaine, elle est justement une culture d'ouverture. Par conséquent, laissons aux uns et aux autres assumer leur spécificité, et ça, c'est un point important.
La deuxième chose, pourquoi voulez-vous qu'on se précipite pour nous diluer dans un universalisme qu'on nous impose de l'extérieur? C'est en ce sens que nous sommes là. C'est un combat réel dans le domaine économique, parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière chacune de ces choses que nous disons. Un chanteur africain ne chante pas de la même manière qu'un chanteur blanc, même s'il a parfois exactement la même éducation, la même absence d'accent ou présence d'accent, parce que même si le français est une langue sans accent, beaucoup de Français parlent le français avec de l'accent. C'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il a à me dire? C'est le contenu qui est important. Et quand on parle du contenu, alors le véritable combat commence. Ce matin, j'ai donné l'impression d'être par trop consensuel. Oui, il faut l'être. On est dans l'accueil. Mais quand on nous impose de l'extérieur le genre de combat qui nous est livré quotidiennement, il ne faut pas nous voiler la face aussi. C'est-à-dire, il y a, chez l'être que nous sommes, chacun de nous, l'impérieuse nécessité de comprendre que la vie est aussi résister contre les idées que l'on veut vous imposer de l'extérieur. C'est pour cela que je comprends parfaitement Madame qui a peut-être donné l'impression que quand elle dit « il faut qu'on garde notre voix », de s'enfermer dans un particularisme. Je ne l'ai pas ressenti comme tel, parce que, heureusement, dans sa voix, il y avait une certaine musicalité qui nous montrait clairement cette manière que chacun de nous a parfois. Moi, je ne peux pas parler le français comme les Français, ça ne m'intéresse pas. Je parle le français comme je le parle pour exprimer des idées. Cela dit, je le parle avec un accent définitivement éthiopien. Si je veux parler le français avec un accent parisien, si tu veux, je peux ça aussi je sais le faire. Ou avec un petit accent marseillais aussi, on peut le faire. Hein. Ou parler anglais Oxford, on peut le faire. Ou Yankees, on peut le faire. Mais prenons cela dit, tout cela comme étant des choses qui sont en apparence secondaires, mais qui peuvent jouer un rôle important. Néanmoins, le combat le plus important, c'est pour que nous libérons notre humanité, ce que nous sommes, et que nous disons à la face du monde, nous sommes ce que nous sommes des Noirs, avec notre voix, avec nos nez épatés et épatants. Enfin, on n'arrête pas de nous casser les oreilles avec cette question des droits de l'homme que l'on veut nous imposer, parce que la pratique montre que, quand il s'agit de nous, on est des sous-hommes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui fait que, en fonction de la couleur de notre peau, ou de notre religion, ou de notre sexe, on veut nous imposer une vision des droits de l'homme qui n'est pas celle qui se nourrit d'une vision universelle de l'homme? Moi, je ne vois pas de raison pourquoi on doit s'apitoyer sur la mort d'un homme blanc, alors qu'on ne s'apitoie pas sur la mort de centaines de Noirs, ou d'Arabes, ou de Juifs. La mort n'a pas de couleur, n'a pas de religion. Elle nous touche de la même façon. Or, aujourd'hui, nous vivons dans une globalisation qui est d'une violence telle que si nous ne nous armons pas intellectuellement, si vous me voyez aussi indigné que je le suis à mon âge, c'est que je vois de manière absolument claire que le monde que nous sommes en train de transmettre à nos enfants est un monde qui est pire que celui dans lequel nous sommes venus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas inculqué le sens du combat, des causes justes, pour les causes justes. Le seul combat qu'on enseigne dans des écoles, y compris dans les universités, y compris dans celles-ci, c'est le combat pour le fric. Est-ce ces valeurs-là qu'on veut transmettre? Non. Quand Gillette nous donne cette occasion de nous exprimer aujourd'hui sur nos coiffures, c'est essentiellement aujourd'hui ce qu'on a parlé, c'est sur le plan esthétique, sur le plan des valeurs. Mais derrière, nous sommes absolument certains et convaincus qu'il y a beaucoup de fric aussi. Ce n'est pas opposé. Tout cela, c'est complémentaire. Donc, ne concédons rien. Ce n'est pas une manière de dire que tout est dans tout, mais tout est combat. Mais, pour finir, je dirais que l'heure de nous-mêmes, de chacun de nous, des peuples, il faut être aveugle de ne pas le voir. L'heure de nous-mêmes est arrivée. Parce que nos enfants, il y a 147 villes aujourd'hui aux États-Unis où les jeunes sont indignés de ce qui se passe. En Espagne, vous avez des manifestations. Ne parlons pas de l'Afrique. Et comment ne pas terminer en ayant une pensée particulière aujourd'hui à un pays de notre continent qui faisait la fierté de ce que nous sommes comme Africains, je veux dire le Mali, qui voit l'un de ses lieux sacrés, Timbuktu, être profané comme il l'est. Professeur, vous pouvez être très fier parce que dans cette salle, nous avons de tout petits enfants
qui vous écoutent. Vous voyez des enfants, j'en ai vu quelques-uns là, qui prennent déjà vos cours à leur âge, voyez-vous. Donc, on peut être très optimiste. Des questions? Honneur aux dames, c'est ça? Très bien, allez-y. Bonjour, je suis très heureuse d'être parmi vous et je suis très contente que ma fille Néféra ait pu entendre ce que monsieur a pu dire tout à l'heure. Elle est encore très jeune, elle n'a que 8 ans, mais elle a compris quelque chose forcément. Moi, ce que je voudrais juste ajouter à propos de cette histoire de voix, c'est que on n'est pas responsable de sa voix. Moi, je suis africaine et très fière de l'être. Ma mère est d'Afrique de l'Ouest, mon père est d'Afrique centrale. Et il se trouve qu'ils ont trouvé bon de me donner une éducation française. Alors, quand j'étais petite, j'entendais les autres enfants africains m'accuser de parler comme une blanche. Et quand je suis venue en France, eh bien, je voyais... Ah ben, vous voyez, les lapsus, ça trahit tout le monde. Quand je suis venue en France, eh bien, je me suis trouvée face à des petits camarades français et blancs qui me disaient « tu es trop noir ». Et il se trouve que j'ai gardé tout de même cette façon de parler qu'on me reprochait, mais je n'y peux rien. Et ça ne m'a pas empêché de rechercher l'Afrique à travers la lecture, à travers les films, à travers les documents que j'ai pu avoir et en fréquentant mes cousins africains aussi longtemps que je le pouvais. Et je vous assure que même si j'ai peut-être la voix d'une blanche, je vous assure que je me sens profondément africaine et je vous assure que j'apprends à mes filles qu'elles sont africaines et qu'elles doivent en être fières. Très bien, alors, une question... Monsieur. Bonjour, je m'appelle Ngoufo, je suis étudiant et j'ai visité dernièrement l'Institut Gillette Lewat et justement j'ai pu écouter très attentivement justement la théorie qui est présentée et j'ai vu les faits justement auprès des coiffeurs avec leurs cheveux traités. Et je vais revenir en fait sur un point essentiel que le docteur de Dauphine a souligné tout à l'heure, c'est une fois qu'une Africaine lambda ou un Africain lambda aura pris l'initiative de revenir à la texture originelle de ses cheveux, quelles sont les structures vers lesquelles l'Institut Gillette Lewat pourrait les orienter justement pour qu'ils en fassent bon usage? Parce que déjà, elle a souligné et bien d'autres camarades m'ont fait part de cette inquiétude pendant la pause. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce cheveu? Parce que par exemple, ici en France, il n'y a pas des instituts pour faire des nattes, des tresses aussi développées que... bon, c'est vrai, justement, moi, je ne les connais pas. Donc, justement, je veux dire, je vois des émissions, par exemple, aux États-Unis ou dans les Antilles. Là-bas, il y a vraiment des instituts de beauté qui sont spécialisés dans les coiffures africaines, authentiques, ou, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, de prendre les coiffures que le professeur Jean-Charles Kovi-Gomez présentait ce matin, ou alors les photos qui ont été faites par le Nigérian dans les années 2010? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, justement, d'utiliser cette matière que l'Institut Gillette Lewat permet de retrouver grâce à ces techniques? Alors, on ne va pas faire la publicité, on n'est pas là pour ça, mais madame, vous voulez répondre à cette question? Bonjour à tous. Merci Gillette pour ton initiative et merci à tous les intervenants. Donc, je me présente, je suis Aline Tacite. Pour certains me connaissent ou ont déjà entendu parler de Boucle d'Ébène, un événement qui a été précurseur en France et qui, en fait, a voulu mettre en avant la beauté de la femme noire naturelle. Et donc, pour répondre au monsieur qui vient de parler et à la dame précédemment, je crois, qui a posé à peu près la même question, vers quels instituts se tourner aujourd'hui? Moi, en France notamment, puisqu'il en existe aux États-Unis, en Angleterre, de par le monde, je pense que c'est à nous de les créer. C'est vraiment à nous de les créer. Et pour continuer le combat que nous avons mené, ma sœur et moi, donc Marina Tacite,
en haut là-bas également présente, et avec tout notre groupe, toutes les personnes ici présentes aussi qui ont participé. C'est de dire que, bon, il y a un constat, effectivement. Maintenant, c'est la grande mode. J'espère que ce ne sera pas simplement une mode, mais un véritable retour vers ce que nous sommes. Eh bien, pour continuer le combat, c'est important de créer les choses. Donc, moi, j'ai eu l'initiative et j'ai mis un petit peu ma vie de côté pendant 3-4 ans. Je suis partie en Angleterre pour me former réellement aux cheveux naturels et aux locks. Et je suis de retour à Paris. C'est vrai que là, je vais faire un coup de pub, mais c'est véritablement pour répondre à la question. J'ai créé, il y a 1 an, un institut, un salon de coiffure dédié à la chevelure naturelle et aux locks. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, je suis là, vous pouvez venir. L'institut est encore petit. On a besoin de bras, on a besoin de conscience, et on a surtout besoin d'action. Donc, je ne viens pas du tout du domaine de la coiffure. Par contre, je suis profondément amoureuse de mon peuple. Et de ce fait, de mon peuple et de mon histoire, bien sûr, et de ce fait, je pense qu'il est important de tout mettre en œuvre pour pouvoir justement léguer, comme le disait le professeur Selassie, pour léguer à nos enfants quelque chose qui sera meilleur que ce qu'on est en train de leur laisser aujourd'hui, d'accord, des valeurs, de vraies valeurs, et aussi de l'action concrète. Voilà. Donc j'ai la prétention d'être un des petits salons qui est en train de se créer et d'émerger. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, parce qu'il y a énormément de place, justement, et qu'il y a énormément de choses à apprendre ou à réapprendre, surtout, sur nos cheveux. Voilà. Merci. Merci. Alors, madame, vous n'avez pas qu'un petit salon, vous avez un salon tout court, vous avez un salon tout simplement, on peut en être fiers tous. Gillette Lewatt, qui discute avec un jeune homme charmant avec des cheveux naturels, si j'ai bien compris, voulez-vous dire quelque chose à ce jeune homme qui est étudiant, je crois, donc en sciences de gestion, c'est ça? Très bien. En tout cas, vous êtes étudiant, parfait. Donc, on a bien compris que maintenant, on vous invite à créer. Hein? Voilà. Effectivement, je me rappelle quand j'ai commencé, c'est quelque chose qui me dépasse. Très souvent, les gens venaient, dans la population noire, avant d'acheter, c'est « Oh, mais Gillette, si on commence tes soins et que tu n'es plus là demain, comment est-ce qu'on va faire ?» On anticipe les problèmes, alors qu'on a la solution dans le présent. Elle ne se demande pas, je peux même déjà soigner pour 2 ans, même si tu n'es plus là, au moins j'aurais profité pendant 2 ans de soins. C'est déjà anticiper dans le futur, ah, s'il t'arrivait quelque chose, qu'est-ce que tu ferais? Et depuis que j'ai ouvert, j'attends de voir des gens venir se former. On a demandé à faire des franchises, on a fait le salon de l'École supérieure de commerce de Paris, on a proposé des franchises aux gens, mais qu'est-ce que vous voulez, vous les jeunes? Tout ce qui vous intéresse, c'est après, on vous a donné un beau diplôme, vous allez faire du gratte-papier, c'est très bien. Mais après, ne vous plaignez pas que les autres vous donnent des produits qui ne sont pas adaptés à vous. Qui peut faire ça pour vous? C'est vous-même. Vous pouvez créer des entreprises, vous sortez de Dauphine, vous êtes des entrepreneurs, vous pouvez créer des entreprises. Créer une entreprise ne peut pas toujours dire travailler tous à la Banque mondiale. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et puis Gillette, je pense que pour créer une entreprise, on n'est pas obligé d'être jeune. Hein? On peut créer une entreprise aussi beaucoup plus tard. Monsieur. Bonjour. Pardon, je suis un peu enrhumé. Alors, je voudrais revenir sur la langue parce qu'il paraît que c'est le meilleur et le pire, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit ça. Et moi, j'ajoute que la langue, c'est un outil, c'est une arme, et je vais plus loin, je dis qu'une langue, même et surtout la langue de ton ennemi, tu dois la maîtriser, parce que ça peut te sauver la vie, etc. Donc, plus on sait une langue, mieux on s'approche de l'autre, et mieux on peut se défendre contre l'autre. C'est pour dire que tout ce que nous disons ici est bien, à propos de la langue, quel que soit l'accent, si on peut maîtriser l'autre langue, et la meilleure façon de maîtriser une langue, c'est essayer de parler même comme
ceux à qui appartient cette langue. C'est pas s'aliéner. Bien sûr, il y en a qui s'aliènent. Merci beaucoup. Je nomme à gauche, je pense que j'ai vu votre main depuis très longtemps, jeune homme. À gauche, en chemise noire, je crois. C'est au centre, Ah bon? Bon, vous avez le micro, donc vous avez le pouvoir. Allez-y. Voilà. Bonjour, je m'appelle Philippe Mbala. Certains me connaissent sur Facebook. En fait, ce qui se passe, c'est... Oui, toutes les armes pour conscientiser les Africains sont à utiliser. Donc, allez-y. Ce que je voulais dire, c'est... Déjà, je voulais saluer l'initiative et l'encourager. J'espère qu'il y en aura une l'année prochaine. Je reviendrai parce que moi, je ne suis pas de Paris, donc je suis de Caen. Et je voulais déjà saluer cette initiative. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui doit être développé, est-ce qu'il y a une manière d'encourager? Parce qu'il faut encourager, en fait, nous encourager à devenir des entrepreneurs, à avoir l'esprit d'entreprise, parce que c'est quelque chose qui nous manque, c'est quelque chose qui nous bloque, en fait. C'est que on se plaint, justement, comme vous le disiez, que parce que nous sommes des consommateurs, nous ne sommes pas des acteurs, nous attendons que les autres fassent. Puis nous, on vient, ah, c'est bien, mais on ne se demande jamais comment est-ce qu'on peut faire pour nous, parce que personne d'autre ne viendra le faire. Et c'est pour ça que j'encourage, je voulais justement saluer cette initiative. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des moyens de propager, en fait, cette expérience qui peut devenir une vocation, parce qu'il y a des jeunes on dit les jeunes, ils traînent, mais c'est parce que ce sont des gens qui ne sont que des employés, ce ne sont pas des gens à qui on a donné l'esprit d'entreprise. Donc, si tu attends que ce soit quelqu'un d'autre qui te donne le boulot, il te fera attendre le temps qu'il a envie que tu attendes. Donc, c'est pour ça que je voulais saluer cette initiative. Merci. Très bien. Merci. Et nous espérons vous voir très rapidement devenir entrepreneur. Allez-y, monsieur. Excusez-moi. Bonjour. Parce que ça fait un moment que j'ai le pouvoir, comme vous le dites, parce que j'ai le micro. Ah non, mais c'est pas ça. Je me disais, quel est ce monsieur, justement, avec cette voix de femme? Alors, je me présente, je suis Béatrice. J'ai eu la chance de rencontrer Gillette, notamment au niveau des produits qu'elle développe, pour qu'on puisse conserver nos cheveux naturels. Aujourd'hui, j'ai répondu présente, et puis je remercie toutes les personnes comme moi qui l'ont fait, et que ce colloque a lieu aussi pour qu'on puisse s'informer et développer aussi nos connaissances au niveau de notre identité, qu'elle soit au niveau de la peau ou des cheveux. Alors, en ce qui me concerne, je suis issue à peu près du même secteur d'activité que Gillette. Et aujourd'hui, je tourne la page en partie et je me suis consacrée à la coiffure pour les cheveux naturels. Aujourd'hui, je pense pas que le débat est de stigmatiser les personnes qui ont les cheveux défrisés, mais bien de les aider justement à aller vers autre chose qui pourrait être meilleur pour la santé de leurs cheveux. Notamment, et ce n'est pas non plus le but de faire l'éloge de la voix. Quelle que soit la voix, c'est l'information qu'on veut faire passer, il faut qu'elle passe, quel que soit l'accent qu'on y met. Alors pour reprendre mon parcours, issu du milieu bancaire, aujourd'hui je souhaite tourner la page en partie pour me consacrer aux soins du cheveu naturel. Et justement, je m'associerai bien au projet de Boucles d'ébène à ce niveau-là. Donc j'ai préparé un CAP de coiffure et malheureusement, je me suis rendu compte que bien que les Antilles soient un département français, aujourd'hui, au niveau des écoles de coiffure, il y a personne. Il y a personne pour nous représenter, il y a personne pour nous former, il y a personne pour nous écouter et il y a personne pour nous informer. Alors, pour répondre un peu à la question du jeune homme, aidez-nous à être entrepreneurs. Aujourd'hui, je dirais qu'il faut se donner un bon coup de pied au cul et y aller. C'est sûr qu'il va y avoir, par rapport à nos aînés qui ont déjà entrepris, on va être guidés, mais je dis tout vient de la volonté, de la solidarité. Ça peut être aussi l'objet d'un autre débat, la solidarité entre Noirs. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, il faut y aller. Moi, dans 2 ans, j'ai 40 ans.
je gagne bien ma vie et aujourd'hui j'ai décidé d'œuvrer pour autre chose de plus naturel et de plus authentique, d'autant plus que venant des Antilles, nous avons un problème aussi identitaire. Nous savons que nous sommes issus de l'Afrique en partie, mais pour l'autre partie, ça reste plus flou, malheureusement. Donc voilà, aujourd'hui, j'espère qu'à l'issue de ce colloque, des associations pourront naître et on pourra faire avancer le débat dans de bonnes voies et plutôt apporter des solutions concrètes. Et donc, je ne manquerai pas de me rapprocher de toutes les personnes qui veuillent bien qu'on puisse essayer de voir comment on peut mener ce combat, entre guillemets, ce combat au naturel vers de bonnes cieux, en quelque sorte. Ça tombe très bien, madame. Merci, merci. Ce colloque est justement fait pour cela. Il est justement fait pour cela. Comme j'ai promis, monsieur, à la chemise noire, question. Je rends déjà hommage à ma consoeur. Je suis aussi antillais, la Martinique. Et je voudrais revenir sur la question de l'identité de manière générale. Effectivement, moi je pense que la question de l'identité est importante, parce qu'effectivement, il y a souvent chez nous, en tout cas chez moi, il y avait une faille identitaire qui existe toujours un petit peu. Il y a toujours une petite ornière, mais elle était plus grande avant. Donc le processus de conscientisation, je pense qu'il met du temps. Moi, je vis en Alsace depuis pas mal d'années, dans un milieu où j'ai pas beaucoup connu. J'ai connu quelques Noirs, mais j'ai essentiellement connu des Alsaciens. Donc ça met du temps à prendre conscience, à s'affirmer, à s'accepter. Donc effectivement, je crois qu'on n'est pas là pour stigmatiser l'un ou l'autre dans le niveau de conscience de chacun. Chacun a son chemin. Ça met le temps que ce que doit mettre. Et effectivement, je rejoins ce que disait avant Madame. On est là pour s'aider, on est là pour s'interpeller, pour dire, écoute, pour discuter, pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, en ce qui me concerne, moi je me suis enrichi des autres, des Maghrébins, des Alsaciens, de tout le monde. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, je me suis perdu. J'ai connu les autres et je ne me connaissais pas. Donc à un moment donné, il y a eu un problème. Donc la question de l'enrichissement, le maître mot, le métissage et tout ce qu'on veut, la diversité, c'est bien, c'est très bien. Mais qui en est nous? Le blanc, généralement, il a une ascendance gréco-romaine. Les Arabes, ils ont une ascendance, ils ont une filiation. On la connaît, les Chinois, ils ont une filiation, les Noirs, la filiation des Noirs, elle n'est pas mise en valeur. Donc souvent, les relations de métissage que je ne nie pas, les relations interethniques, elles sont, il y a, pour reprendre un terme de Julia Esmeralda, il y a j'allais dire une disharmonie, une dissymétrie. Il y a aussi une disharmonie. Parce que le métissage, c'est bien, mais à partir du moment que les deux filiations soient clairement reconnues et qu'il y a une vraie diversité dans le couple. Voilà, je pensais que c'était important de dire ça, parce que je crois qu'il y a un assassinat de la pensée. On parle de métissage, mais sans vraiment savoir de quoi on parle. Et je dis bien que je ne suis pas contre le métissage. Pour revenir à ce que disait monsieur avant, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans son identité, il faut s'ouvrir un peu à l'universel, mais il faut bien savoir manier cet entre-deux, parce que sinon on risque de se perdre, comme je me suis perdu. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut d'abord qu'on puisse s'identifier avant d'aller voir ailleurs. Et le cheveu, ça peut être un symptôme. Le cheveu crépus ou le cheveu défrisé, ça peut être un symptôme où on est plus ou moins identifié. Voilà, donc je vous remercie, et puis je suis ravi que ce colloque existe. Et je dis que malheureusement, lorsqu'on est en province, on a un petit peu orphelin de tout ça. Parce que là, je suis content de venir ici pour participer. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, nous allons conclure ce débat. Nous allons conclure ce débat avec deux interventions de nos sympathiques enseignants. Donc, professeur, j'aimerais que vous puissiez dire quelque chose au regard en fait, de votre intervention de ce matin. S'il vous plaît, ici, le micro, ici, là. Non, ici. S'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, j'ai compris, Gillette, j'ai compris que c'est très intéressant. Donc, impératif de recommencer l'année prochaine. Eh oui. Allô, oui. Oui, merci de me donner la parole. C'est important, effectivement, de se retrouver comme aujourd'hui et de parler de toutes ces questions-là. Effectivement, oui. Parmi les questions qui sont soulevées,
et dans les différentes interventions. Et bon, la question identitaire est bien sûr l'une des plus fortes. On parle du cheveu, donc on parle de soi-même. On parle de la couleur de sa peau, on parle de soi-même. On parle de nos différences, on parle de ce que nous sommes. Et donc, effectivement, je voulais surtout réagir par rapport à la dernière intervention, parce qu'effectivement, se connaître soi-même, c'est effectivement connaître l'individu qu'on est, qui est né à un endroit, à une certaine date, etc., qui a évolué dans une famille, dans une ville, dans un pays. Mais effectivement, c'est aussi connaître ses racines, son histoire. Effectivement, généralement, quand on est d'origine africaine, qu'on vit en France ou en Europe, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas par rapport à sa propre histoire, parce que cette histoire-là, malheureusement, elle n'est pas dans les livres d'histoire, elle n'est pas enseignée. Et donc, on est obligé de faire une quête personnelle pour savoir qui on est, effectivement. Et quand on a grandi, quand c'est à l'âge de 20 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans, par exemple, le fait d'être noir, on l'associe, parce que la société environnante associe l'identité noire à une période de l'histoire qui est l'esclavage, à la colonisation, etc., et que noir a été synonyme d'esclave. Effectivement, c'est une connotation péjorative, dépréciative, qui fait qu'on n'a pas envie forcément de s'identifier à cette origine-là, à cette couleur-là. Et donc, certains vont faire une quête historique, savoir connaître leur histoire. D'autres vont pas faire cette quête-là. Ils vont être dans le moule dominant et bien sûr, ils vont recevoir, ils vont être imprégnés de ce qui est diffusé, de ce qui est enseigné. Or, il se trouve que nous sommes dans des sociétés qui théoriquement sont des sociétés multiculturelles. La France est une société multiculturelle, mais dans les curriculums, dans tout ce qui est enseigné à l'école, de la maternelle à l'université, la part pour ce qui nous concerne, quand on est d'origine africaine, la part africaine de l'histoire de France, par exemple, est occultée, n'est pas enseignée. Et donc, comment savoir cela, effectivement, quand on s'interroge et quand on n'a pas accès dans les manuels scolaires, quand les enseignants qu'on a en face de soi ne sont pas en mesure de vous informer, et que quand vous allez même à la bibliothèque aussi, vous ne trouvez pas grand-chose. Ou bien, par exemple, comme le dit une historienne anglaise, qui est allée un jour dans une bibliothèque à Londres demander des livres sur l'histoire des Noirs en Angleterre avant le 19e siècle. Elle s'est entendue dire par la bibliothécaire, mais madame, vous vous trompez, il n'y avait pas d'Africains en Angleterre avant le 19e siècle, donc il n'y a pas de livre sur ce thème-là. Donc vous voyez, cette histoire reste encore méconnue, y compris par les enseignants, les professionnels, ceux qui sont censés donner cette information. Il y a quelque temps, en France, on nous disait que les Français issus de l'immigration, oui, généralement, quand on parle de cela, on parle de ceux qui sont d'origine africaine, qu'ils soient arabes ou, comme on dit, subsahariens, donc noirs. Mais bon, les noirs aussi, ils sont en Afrique du Nord. Ils sont aussi chez les Berbères. Et donc, quand on dit que les Français issus de l'immigration n'ont pas besoin de connaître l'histoire ancienne de France, parce qu'effectivement, cette histoire ne les concerne pas, parce que ça concerne tous les Français de souche, ça aussi, c'est un leurre. Parce qu'en fait, comme le démontrent les travaux d'historiens que nous faisons depuis quelques années maintenant, les Noirs sont présents en Europe depuis toujours. Je ne parle même pas de la période préhistorique. Comme je disais dans mon intervention du matin, si nous prenons les 4000 dernières années, les Noirs ont toujours été présents dans l'histoire de l'Europe. Vous prenez la Grèce antique, vous prenez la Rome antique, vous prenez l'époque du Moyen-Âge, de la Renaissance, l'époque moderne, les Africains ont toujours été présents et ont été toujours des acteurs des sociétés européennes. Ce qui fait que quand vous êtes noir, vous vous présentez un casting de film et qu'on vous dit non, ben, le film qu'on veut faire, c'est un film d'époque, c'est un film de l'ancien régime et qu'il n'y avait pas de noirs à l'époque, ou alors les seuls noirs qu'il pouvait y avoir n'étaient que des esclaves ou des domestiques, c'est faux, bien sûr. Mais pour répondre, rétorquer à ces directeurs de casting, il faut connaître l'histoire des Noirs en France et pouvoir leur répondre. Donc effectivement, sachez qu'il y a quand même aujourd'hui des travaux qui se font et qu'il y a de plus en plus de documents, d'ouvrages qui sont disponibles et que effectivement, si l'enseignement public ne s'ouvre pas à tout cela, je pense qu'il va falloir faire comme un peu font tout le monde, font les autres. Il y a des écoles arméniennes, il y a des écoles russes ici, à Paris, il y a des écoles juives, donc il y a des écoles chinoises, il y a des écoles russes, etc. Je pense que certains ont commencé, il faut créer des écoles africaines, etc. Parfait, merci. Merci. Alors nous allons Mathias, c'est juste un dernier mot pour dire, il y a des livres qui existent et ces livres-là, aujourd'hui, on commence à les trouver et ça parle de plus en plus de cette histoire-là. Donc tout est dans les livres aujourd'hui. On n'a pas d'excuse pour ne pas savoir cette histoire. Tout est dans les livres. Bon, Eric,
Eric devait parler, il avait le micro, il avait le pouvoir, il a fait. Docteur, j'aimerais que vous puissiez conclure brièvement ce débat avec les 2-3 éléments à retenir du débat. Alors, moi, je crois qu'on a beaucoup travaillé aujourd'hui. Merci, Gillette. Mais il y a un maître mot qui n'a pas été dit ici, c'est le mot transmission. Aucune école, aucun livre ne peut transmettre à la place des parents. On parle d'identité. On parle d'identité. On parle de la permanence de notre culture. Je vais vous dire une chose. On a parlé tout à l'heure de la langue. S'il vous plaît, on a parlé tout à l'heure de la langue. Vous savez, il y a beaucoup d'Africains ici qui n'apprennent pas leur langue à leurs enfants. Si bien que ces enfants, une fois partis au village, ils sont des étrangers. Et Madame parlait tout à l'heure de la langue. Mais lorsque vous parlez une langue, vous en conservez. Certainement, l'étranger qui est resté longtemps ailleurs, il viendra avec un petit accent, mais il aura toujours la langue. La transmission aujourd'hui, c'est la conservation de notre identité, de notre culture que nous avons à apprendre à ces enfants qui sont ici. Nous avons remarqué aussi qu'un enfant qui ne reçoit pas de transmission à l'intérieur de la maison, dehors, il va s'affilier à la drogue, à une bande à l'extérieur. Donc, pour que nous conservions cette identité, cette culture, il faut que nous commencions à la transmettre à nos enfants. Merci. Merci, professeur. Merci infiniment. C'était le débat. Je sais que tout le monde n'a pas pu prendre la parole.